En janvier 1888, alors que les températures sur les vastes plateaux chutaient à moins 40 degrés et que des vents hurlants transformèrent la neige tombante en véritables lames de glace, une femme de 52 ans était paisiblement assise près de son poêle, reprisant une chaussette en laine pendant que le monde extérieur mourait lentement de froid. Juste au-dessus d'elle, séparée par un simple plancher en bois, 8 vaches et 4 chevaux respiraient d'un rythme lent et régulier, diffusant la chaleur de leur corps vers le bas comme une bénédiction invisible. À l'extérieur de la bâtisse, des cris de désespoir commencèrent à transpercer le vacarme du blizzard. Il s'agissait des voix de ces mêmes individus qu'il avait tourné en dérision à peine 2 mois plus tôt, qualifiant son projet de construction de folie pure et prédisant sa ruine avec cette assurance absolue propre à ceux qui s'imaginent tout savoir. Pourtant, à cet instant précis, ces hommes tambourinaient à sa porte, la suppliant de les laisser entrer dans l'unique abri à une trentaine de kilomètres, à la ronde, où un être humain avait une chance de survivre à la nuit. Revenons toutefois 18 mois en arrière, à l'été 1886, lorsque Alina Nowak est arrivée pour la première fois dans cette région reculée d'Auvergne, avec en tout et pour tout 85 francs en poche, un vieux mulet et le lourd fardeau d'un veuvage récent qui l'avait dépouillé de tout, hormis de l'envie féroce de continuer à vivre. Son mari, un mineur polonais du nom de Jerzy, avait été écrasé à mort dans les mines de charbon du nord de la France 3 mois auparavant. Comme la cité minière n'avait que faire des veuves sans enfants, Alina avait liquidé leurs maigres possessions, une toile de tente, 2 pioches et une poêle en fonte, et avait payé sa place dans une charrette en direction du sud, vers ces parcelles de terre rocailleuses que les autorités locales bradaient à quiconque avait le courage de les exploiter. Qu'il s'agisse de bravoure ou de désespoir absolu, pour elle, les deux se confondaient totalement. Elle débarqua dans un minuscule hameau en périphérie de Saint-Flour ce mois de juillet-là, au moment exact où la chaleur étouffante transformait la prairie en un océan doré ondulant sous un soleil implacable. L'agent foncier du coin, un type arborant une moustache gominée et un gilet en soie, la dévisagea de la tête aux pieds avant de lui proposer environ 65 hectares à l'est du bourg, un terrain dont personne d'autre ne voulait car il était trop éloigné de la rivière principale et infesté de cailloux. Alina signa l'acte de propriété d'une simple croix, n'ayant jamais appris à écrire son nom complet, puis marcha pendant 3 heures sous une chaleur accablante jusqu'à ce qu'elle trouve le piquet de bois délimitant son bout de terre. Il n'y avait absolument rien dans ce coin-là, seulement des herbes folles lui arrivant à la taille, quelques affleurements calcaires et une bise incessante qui ne s'arrêtait tout bonnement jamais de souffler. Au cours de cette première nuit, elle dormit à la belle étoile, reposant sa tête sur sa jupe roulée en boule, et pleura jusqu'à ce que ses glandes lacrymales soient complètement asséchées. Cependant, une fois l'aube levée, elle se remit sur ses pieds, s'aspergea le visage avec l'eau de sa gourde et commença à arpenter son domaine, l'analysant scrupuleusement de la manière dont son grand-père lui avait appris à évaluer les terrains montagneux autrefois en Pologne. C'est à cet instant qu'un souvenir bien précis la frappa, aussi limpide que l'eau d'une source. Elle avait 8 ans. Et son aïeul l'emmenait visiter la ferme d'un voisin dans les Carpates. Le vieux paysan avait érigé son étable pile au-dessus de son lieu de vie, de sorte que le plancher de la grange servait de plafond à l'habitation en dessous. Pendant les hivers rigoureux, expliquait le voisin, la chaleur corporelle du bétail descendait, maintenant la maison si confortablement tiède qu'il n'avait presque pas besoin de bois de chauffage. Son grand-père avait hoché la tête avec respect, passant ses mains sur les épaisses poutres en bois avec une admiration non dissimulée. À présent, 44 ans plus tard, se tenant seule sur ce plateau balayé par les vents qui lui fouettaient en les joues, Alina prit la résolution que cette conception spécifique serait son salut. Au fil des semaines qui suivirent, Alina travailla dans une solitude absolue. Elle creusa les fondations d'une modeste cabane d'environ 3 mètres et demi sur 5, en utilisant une pelle d'occasion qu'elle avait achetée pour une poignée de centimes. Chaque pierre qu'elle déterrait était minutieusement mise de côté, car ces roches étaient vouées à constituer ses murs. N'ayant pas les moyens de s'offrir du bois de charpente usiné, elle marchait sur 3 kilomètres jusqu'à la rivière Truyère pour abattre de jeunes bouleaux d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, maniant une hache empruntée qu'elle devait impérativement rendre avant la tombée de la nuit. Elle traînait ses rondins jusqu'à sa parcelle, les uns après les autres, grâce à une grosse corde attachée autour de sa taille. Ses mains se couvrirent de terribles ampoules qui éclataient et saignaient, pour finalement se transformer en callosité aussi dure que de l'écorce. Dès le mois d'août, lorsque les tout premiers colons commencèrent à s'aventurer dans les environs pour se présenter, Alina avait déjà monté les murs de sa bicoque à une hauteur d'1,20 m. C'est à cette époque qu'elle fit enfin la connaissance de ses voisins. Le premier à se présenter fut le capitaine Beaumont, un ancien officier qui avait fait fortune dans le commerce et se réinventait à présent comme éleveur bovin. Il arriva sur un étalon de race,
arborant des bottes en cuir de qualité supérieure et un chapeau de feutre qui valait bien plus que l'intégralité de ce que possédait Alina. Jetant un simple coup d'œil à son chantier, il se renfrogna et exigea de savoir où se trouvait son mari. En entendant Alina lui expliquer sa condition de veuve et son travail solitaire, Beaumont laissa échapper un petit rire creux qui rappelait le froissement de feuilles mortes. « Vous ne passerez pas le premier hiver », décréta-t-il. « Les femmes ne sont tout simplement pas taillées pour ce genre d'épreuve. Vous feriez mieux de plier bagages et de retourner immédiatement d'où vous venez. » Le deuxième visiteur fut Thomas Charpentier, un paysan originaire de Normandie qui s'était installé dans la région quelques années auparavant et qui se considérait désormais comme un expert chevronné. Charpentier était un homme d'une quarantaine d'années avec des mains gigantesques et la certitude inébranlable de quelqu'un qui prend son expérience personnelle pour une vérité évangélique. Il fit le tour de la structure inachevée d'Alina, cracha un jet de salive chargé de tabac et secoua la tête d'un air désapprobateur. « Vous construisez ça beaucoup trop petit », fit-il remarquer, « et bien trop près du sol. Il vous faut un espace d'au moins 2,5 mètres pour que la chaleur ne s'échappe pas directement par le toit. En plus de ça, ces murs en terre et en pierre ne résisteront pas aux tempêtes hivernales. Ils vont geler à pierre fendre et se fissurer de partout. J'ai vu des gens faire exactement la même erreur une centaine de fois. » Le troisième à débarquer fut le père Lemaire, un prêtre qui faisait la tournée des hameaux, dispensant à la fois des offices religieux et des avis que personne ne lui demandait. C'était un individu décharné avec un regard de fanatique qui brandissait sa Bible un peu comme un bouclier. En surprenant Alina en train de travailler dur un dimanche, charriant de lourdes pierres sous un soleil de plomb, il s'avança avec un froncement de sourcils sévère. « Femme, proclama-t-il, s'échiner le jour du Seigneur est un péché mortel. Et tenter d'élever un foyer sans les directives d'un homme est de l'arrogance pure. Le Tout-Puissant punit toujours les orgueilleux. » Alina écouta chacun d'entre eux en gardant la tête baissée et les mains couvertes de boue. Elle ne riposta pas plus qu'elle n'essaya de se justifier. Elle se contenta d'acquiescer, murmura doucement un mot de remerciement pour leur conseil et retourna directement à ses corvées. C'était parce qu'elle avait assimilé une leçon fondamentale au cours de ses 52 années d'existence, une vérité que sa propre mère lui avait transmise tout en pétrissant de la pâte dans une cuisine polonaise glaciale. Elle avait compris que la fierté est un luxe que les plus démunis ne peuvent tout bonnement pas s'offrir, et que survivre exige de faire abstraction des remarques des donneurs de leçons afin d'écouter uniquement la sagesse qui jaillit de la terre, de ses aïeux, des mains mêmes qui ont façonné le sol depuis des générations. Alors que le mois de septembre avançait et que les soirées devenaient de plus en plus fraîches, Alina acheva enfin sa petite masure. C'était incroyablement basique, pour ne pas dire rudimentaire. Les murs étaient constitués de boue et de cailloux, renforcés par une poignée de rondins de bouleau. Le toit était très bas, culminant à peine à 2 mètres de hauteur en son centre, fabriqué avec d'épaisses poutres recouvertes d'une couche de planches qu'elle avait acquise avec ses ultimes pièces de monnaie. La maison possédait une seule petite fenêtre totalement dépourvue de vitres, équipée uniquement d'un volet en bois massif. La porte avait été bricolée à partir de planches dépareillées qu'elle avait trouvées à l'abandon près du ruisseau. Le sol n'était rien d'autre que de la terre battue. Une cheminée en pierre trônait dans un coin, maçonnée avec une attention si méticuleuse que chaque roc s'emboîtait à la perfection dans le suivant. À l'intérieur, la totalité de ses biens terrestres tenait dans 2 ou 3 sacs. Une unique couverture, une marmite, un couteau, 2 assiettes en fer blanc et une Bible en polonais qu'elle était bien incapable de lire, mais qu'elle conservait parce qu'elle avait jadis appartenu à sa mère. Néanmoins, ce qui déclencha un véritable scandale dans les environs fut l'édifice qu'Alina entreprit de dresser directement sur le toit de sa cabane. Tout au long du mois d'octobre, pendant que le reste des paysans étaient occupés à faire des réserves de bois et à colmater leurs murs, Alina construisit un étage supérieur au-dessus de ses quartiers d'habitation. Elle utilisa de nouveaux troncs d'arbres, des pierres supplémentaires et encore plus de boue. Elle bâtit ce que tout le monde appelait une étable, bien que ce fût un modèle assez farfelu, dépourvu de murs complets. La structure se composait plutôt de poteaux et de poutres bardées de planches sur 3 côtés seulement, laissant la face sud complètement exposée aux caprices de la météo. La toiture de cette grange suspendue était sommaire. Des planches de bois tartinées de boue et de paille pour assurer l'étanchéité. Entre le plafond de son espace de vie et le sol de la grange, elle laissa un vide sanitaire d'environ 45 cm, permettant à ces solides poutres de soutenir les 2 niveaux à la fois. Les gens commencèrent à faire des détours rien que pour admirer ce spectacle aberrant. Ils se tenaient à bonne distance, pointant du doigt et marmonnant entre eux. Quelques-uns éclataient carrément de rire.
Le capitaine Beaumont amena même ses ouvriers agricoles pour qu'ils puissent nous constater la démence totale de la polonaise. Thomas Charpentier hochait la tête de consternation à chaque fois qu'il passait à cheval, réagissant comme s'il observait une tragédie qui ne s'était pas encore tout à fait produite. Le père Lemaire intégra même Alina dans ses prêches dominicaux, priant pour que le Seigneur protège cette âme désespérément égarée de sa propre ignorance insondable. Mais Alina n'y prêta aucune attention. À la fin du mois d'octobre, juste au moment où le tout premier givre blanchissait les paysages du plateau, elle fit l'acquisition de 4 vaches laitières chétives pour la somme dérisoire de 40 francs. Des bêtes dont personne d'autre ne voulait, car elles étaient âgées et ne donnaient presque plus de lait. Elle acheta également une paire de chevaux de trait pour une trentaine de francs, des créatures épuisées dont les meilleures années étaient loin derrière elle. Et elle conduisit chacun de ces animaux jusque dans la grange située au-dessus de son logis. Elle les nourrit avec l'herbe sauvage qu'elle avait récoltée, leur apporta de l'eau du ruisseau, et chaque soir, avant de redescendre pour se coucher, elle s'adressait à eux en polonais, prononçant des phrases douces que le bétail ne pouvait pas comprendre, mais qui semblaient mystérieusement les apaiser. Sa stratégie était incroyablement simple et magnifique dans sa logique ancestrale. Les bêtes expiraient, et l'acte même de respirer générait de la chaleur. Cette chaleur corporelle s'élevait vers la charpente de la grange, pourtant une part significative de celle-ci filait vers le bas, se glissant par les interstices entre les lattes du plancher de l'étable, qui servait également de plafond à sa masure. Cet air réchauffé descendait, inondant son minuscule espace de vie. L'épaisse maçonnerie de terre et de pierre absorbait cette énergie thermique tout au long des heures d'ensoleillement et la restituait de manière constante une fois la nuit tombée. L'âtre en pierre qu'Alina utilisait exclusivement pour cuisiner et qu'elle alimentait avec le strict minimum de bois créait un léger courant d'air qui maintenait l'ensemble en circulation, évacuant l'air vicié, tout en aspirant de petites brises fraîches par le volet de la fenêtre. Le tout fonctionnait comme un circuit fermé, un cycle impeccable combinant chaleur animale, masse thermique et ventilation, ne nécessitant pratiquement aucun combustible extérieur. L'entreprise tout entière avait exigé une dépense globale d'à peine 86 francs et 50 centimes. 86 francs qui représentaient jusqu'au dernier sou que Alina avait rapporté des mines du Nord, chaque pièce que son défunt mari avait gagnée en cassant de la pierre dans les profondeurs de la terre. Au moment où elle encastra l'ultime poutre et cloua la toute dernière planche, elle s'assit sur son sol de terre battue, leva les yeux vers le plafond où résonnèrent déjà les doux bruits de sabots des vaches et se mit à pleurer de nouveau. Cette fois-ci, pourtant, ce n'étaient pas des larmes de détresse, c'étaient des pleurs d'espérance, entremêlés d'une terreur glaçante à l'idée d'avoir peut-être misé sa vie entière sur un souvenir de jeunesse qui s'avérerait inexact. Tandis que Alina apportait les dernières retouches à sa curieuse bâtisse, ses voisins s'affairaient à construire ce que la société civilisée considérait comme convenable. Le capitaine Beaumont érigea une demeure à un étage faite de planches usinées, transportées depuis Clermont-Ferrand, arborant de véritables fenêtres en verre et un poêle en fonte qui lui avait coûté la bagatelle de 225 francs. Thomas Charpentier agrandit sa bicoque d'origine, y accolant une deuxième pièce ainsi qu'un abri indépendant pour loger ses 6 chevaux. Le père Lemaire s'installa dans une habitation exiguë mais robuste juste à côté de la nouvelle école, dotée de murs en rondins solidement ajustés et d'un grenier isolé avec une épaisse couche de sciure. Le mois de novembre débarqua tel un loup gris, s'approchant d'abord à pas de velours pour ensuite dévoiler des crocs de plus en plus acérés. Les toutes premières chutes de neige furent plutôt faibles, une petite couche de 5 à 8 cm qui fondait généralement avant midi. Cependant, les températures commencèrent à chuter de façon vertigineuse. Moins 15 degrés, moins 18, puis moins 23 degrés Celsius. La redoutable bise du nord devint une invitée permanente, mugissant sans interruption de jour comme de nuit, traquant la moindre fissure dans chaque façade, le plus petit espacement entre les lattes du plancher et toutes les vitres mal isolées. Alina se prépara mentalement à ce qui l'attendait. Absolument tous les matins, elle grimpait dans la soupente, s'occupait de ses bêtes et leur donnait le foin qu'elle avait entassé pendant la saison estivale, après avoir marché des kilomètres, rien que pour faucher les hautes herbes des pâturages dans des recoins isolés que personne d'autre ne prenait la peine d'explorer. Elle ramassait le fumier fumant, le descendait précautionneusement en bas et l'amassait contre la façade extérieure nord de sa masure pour faire office de couche isolante supplémentaire. Elle trayait les vaches, réussissant à tirer à peine 1 litre de lait de l'ensemble du troupeau, mais c'était amplement suffisant pour sa propre consommation. Elle ramassait par ailleurs les œufs des 3 poules perchées à l'étage, des volailles qu'elle avait obtenues pour la modique somme d'1,25 franc parce qu'elles étaient si vieilles qu'elles ne pondaient presque plus.
Et chaque soir, à mesure que le soleil plongeait sous l'horizon et que le véritable froid glacial commençait à remonter du sol, Alina se réfugiait en bas dans son lieu de vie, verrouillait sa porte et allumait un minuscule feu dans son âtre, tout juste suffisant pour faire mijoter un bouillon clair ou tiédir un quignon de pain rassis, avant de s'asseoir dans l'obscurité totale, emmitouflée dans son unique couverture, se contentant d'écouter. Elle écoutait la tempête faire rage dehors, les légers mouvements des animaux au-dessus de sa tête et les grincements des solives en bois, et elle percevait la chaleur. Il ne s'agissait pas d'une canicule, rien de comparable au fait de s'asseoir près d'un grand feu de joie crépitant, mais plutôt une douceur enveloppante et constante qui irradiait du plafond, de la maçonnerie et du sol même sous ses pieds. Cela donnait l'impression exacte d'être bercé par les entrailles de la terre. La température à l'intérieur de sa modeste demeure ne descendait jamais sous la barre des 10 degrés Celsius, même lorsque le mercure dégringolait à moins 18 degrés dehors. 10 degrés, ce n'est assurément pas un environnement douillet où l'on peut flâner en manches courtes, mais c'est tout à fait adéquat pour rester en vie. C'est assez tempéré pour empêcher l'eau de votre bouilloire de se transformer en un bloc de glace. C'est juste ce qu'il faut pour vous permettre de sommeiller sans vous réveiller avec les membres totalement engourdis. C'est la condition requise pour contraindre le trépas glacial à rester à l'extérieur, grattant en vain le pas de votre porte. Ses voisins, en revanche, étaient loin d'être aussi chanceux. Alors que novembre s'estompait pour laisser place à décembre, des récits inquiétants commencèrent à circuler. L'épouse du capitaine Beaumont était tombée malade, toussant de manière ininterrompue parce que la fumée de leur système de chauffage restait confinée à l'intérieur des pièces, malgré la cheminée hors de prix. Le poêle en fonte engloutissait le bois de chauffage à une vitesse effarante, réclamant 2 ou 3 chargements complets chaque nuit, et même ainsi, les chambres les plus éloignées du foyer demeuraient absolument glaciales. Le capitaine avait déjà claqué une centaine de francs pour acheter des stères de bois, et la saison hivernale ne faisait que commencer. Thomas Charpentier comprit rapidement que sa grange indépendante était une véritable malédiction. Tous les matins, sans exception, il était contraint de sortir dans un froid glacial pour nourrir ses chevaux, transformant chaque trajet en un supplice de vent cinglant et de bourrasques de neige qui gelèrent sa barbe et insensibilisaient ses doigts, même à travers ses épais gants de travail. 2 de ces bêtes de somme contractèrent une toux persistante, un bruit humide et effroyable indiquant que leurs poumons se gorgeaient de liquide, car l'annexe, bien qu'elle fût pourvue de murs solides, ne possédait aucune source de chaleur, ce qui provoquait la condensation de l'humidité sur les chevrons et faisait goûter de l'eau glacée directement sur le dos des animaux. Le père Lemaire, qui s'était si vivement prononcé contre le surmenage, passait désormais pas moins de 3 heures par jour à fendre des bûches, à les tirer à travers les congères, à les empiler et à ravitailler un fourneau qui semblait dévorer le bois avec voracité sans jamais dégager de chaleur convenable en échange. Ses mains, autrefois habituées à ne manier rien de plus lourd qu'un missel, se couvrirent d'échardes et de coupures qui s'infectèrent et s'envenimèrent à vue d'œil. Vers la mi-décembre, alors que le manteau neigeux arrivait déjà à hauteur de genoux à travers la plaine et que le ciel s'était mué en une infinie voûte grisâtre, Thomas Charpentier rendit visite à Alina. Il se présenta juste à la tombée de la nuit, progressant péniblement à travers la poudreuse, son souffle formant de gros nuages blancs dans l'air glacial. Il tambourina sur la lourde porte avec son poing, et à l'instant même où Alina déverrouilla, une bourrasque d'air tiède s'échappa de la maisonnée, miroitant telle une vague de chaleur visible contre le décor gelé. Charpentier resta planté sur le seuil, clignant des yeux dans un état de stupéfaction absolue. Il s'attendait fermement à trouver Alina grelottante à côté d'un brasier colossal, jetant ses propres affaires dans les flammes uniquement pour continuer à respirer. Au lieu de cela, il la découvrit installée bien tranquillement, ne portant rien de plus épais qu'une fine veste par-dessus sa robe, en train de repriser une chaussette près d'une cheminée où se consumaient seulement 3 modestes bûches. « Comment est-ce possible ?» commença à demander Charpentier, avant de laisser sa phrase en suspens. Alina lui fit signe d'entrer. Le paysan fit un pas à l'intérieur, tira le battant derrière lui et resta pétrifié, s'imprégnant simplement de cette sensation. La chaleur l'enveloppa à la manière d'un bain d'eau tiède. Ce n'était point une touffeur étouffante ni oppressante, mais plutôt quelque chose de bien plus subtil et profond. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, cherchant un énorme poêle, d'épaisses couvertures accrochées au mur, ou absolument n'importe quoi qui pourrait justifier ce que son corps ressentait. Il ne remarqua rien d'autre que la maçonnerie nue de terre et de pierre, le plafond bas en planche, et juste au-dessus de sa tête, le frémissement étouffé des bovins qui déplacèrent leur poids. « C'est le bétail !» finit par déclarer Alina, d'une voix éraillée et fortement marquée par son accent. « Les animaux me tiennent chaud, exactement comme le faisait mon grand-père autrefois en Pologne. » Charpentier posa une main sur le mur. La surface était chaude.
Il leva le bras vers le plafond. Il était tout aussi tiède. Il dévisagea le foyer, où la petite flambée était d'une évidence flagrante incapable de chauffer l'ensemble de la pièce. Son cerveau, tellement habitué à l'idée qu'il maîtrisait tout ce qui concernait l'édification de bâtiments ruraux, refusait catégoriquement d'admettre ce que ses propres sens physiques lui communiquaient. Il s'attarda une bonne dizaine de minutes, ne prononçant presque pas un mot, avant de ressortir dans l'air glacial. Alors qu'il retournait chez lui en traînant les pieds, là où sa femme et ses 3 enfants se blottissaient étroitement autour d'un fourneau en fonte ronflant qui laissait pourtant les coins de leurs pièces glacées, Charpentier éprouva un sentiment qu'il n'avait jamais véritablement connu auparavant, l'humiliation profonde d'avoir eu tout faux. Mais l'orgueil mal placé est un moteur incroyablement puissant. Malgré la preuve irréfutable apportée par son propre organisme, le paysan ne pouvait tout bonnement pas se résoudre à avouer qu'une veuve polonaise sans instruction avait réussi à régler un problème crucial que lui, armé de toute sa prétendue expérience, avait totalement échoué à dompter. En conséquence, chaque fois que les gens l'interrogeaient sur son passage à la ferme d'Alina, Charpentier haussait simplement les épaules, prétendant que certes, il y faisait un peu bon, mais uniquement parce qu'elle occupait un espace si exigu que la chaleur de son propre corps réchauffait l'habitacle. Ce n'était pas une solution viable, argumentait-il. Ce n'était assurément pas une technique qu'un vrai père de famille pourrait un jour appliquer. Le capitaine Beaumont ne daigna même pas lui rendre visite. Dans son esprit, l'idée même qu'une femme miséreuse puisse avoir quoi que ce soit à lui enseigner était tellement absurde qu'elle ne méritait pas qu'on s'y attarde. Il continua simplement à brûler des quantités faramineuses de bois dans son poêle de luxe, persuadé que le confort nécessitait de lourds investissements, totalement incapable de voir qu'il confondait les dépenses financières avec la véritable intelligence. Et c'est ainsi que le mois de janvier 1888 finit par pointer le bout de son nez. La période commença par un froid mordant considérablement plus sévère que le mois de décembre précédent. Le 5 janvier, le thermomètre plongea à moins 30 degrés Celsius. Vers le 8 janvier, il atteignait les moins 34. La neige tombait de façon quasi quotidienne. Non pas d'énormes blizzards, mais plutôt un saupoudrage implacable de flocons poudreux qui s'amassaient lentement mais inéluctablement. Le vent de nord-ouest soufflait sans répit, sculptant de gigantesques congères qui engloutissaient les clôtures, barricadaient les entrées des habitations et effaçaient des chemins entiers. Le bétail de la région endurait des souffrances terribles. Les bovins qui broutaient dans les pâturages à ciel ouvert se serraient les uns contre les autres, près des brise-vents, essayant désespérément de se protéger. Des dizaines d'entre eux moururent sur pied, littéralement changés en blocs de glace là où ils se trouvaient, leurs yeux grands ouverts, recouverts d'une épaisse couche de givre. Les chevaux, coincés dans des dépendances non chauffées, contractèrent de graves pneumonies, leur respiration devenant laborieuse et remplie de bruits humides et bouillonnants. Les poules cessèrent intégralement de pondre des œufs. Les chèvres tombaient raides mortes pendant la nuit, sans autre explication. Pourtant, là-haut, dans le fenil d'Alina, situé juste au-dessus de son douillet logis, les animaux se portaient à merveille. Ils n'étaient pas particulièrement gras, ni euphoriques, mais ils étaient bel et bien en vie. La température ambiante dans cette étable suspendue ne chutait jamais sous les 2 degrés Celsius, tout bonnement parce que la chaleur corporelle émanant des bêtes, combinée à la tiédeur qui remontait de la maisonnée en dessous, générait un microclimat parfait. Et ce microclimat spécifique déversait continuellement ses bienfaits vers le bas, s'infiltrant par les fissures et les espaces entre les lattes du plancher, tombant directement sur Halina, qui dormait à poing fermé pendant que le monde extérieur se transformait en un enfer blanc et glacial. Le 12 janvier 1888, le firmament changea du tout au tout. Le ciel se teinta d'une couleur étrange, d'un vert jaunâtre, rappelant fortement un bleu en train de cicatriser. La bourrasque, qui n'avait cessé de hurler depuis le nord-ouest pendant des semaines entières, tomba d'un coup. Le calme qui s'ensuivit était profondément anormal et d'une lourdeur suffocante. Le bétail montra des signes de grande nervosité. Les oiseaux sauvages disparurent complètement du paysage. Les individus qui résidaient sur ces plateaux depuis de nombreuses années repérèrent ces signes de mauvais augure et se préparèrent rapidement au pire. Cependant, les novices, tous ceux qui avaient afflué lors de la distribution gratuite de terre, n'avaient absolument aucune idée de la manière de déchiffrer le langage muet des nuages. À 10 heures, le matin du 13 janvier, la tempête frappa. Elle ne s'avança pas progressivement, pas plus qu'elle n'offrit la moindre mise en garde préalable. À un instant précis, l'atmosphère était d'un calme plat et d'un froid polaire, et la seconde d'après, le vent s'abattit comme un poing gigantesque. Des rafales filant à près de 100 km/h arrachèrent la poudreuse du sol, la fouettant pour former un mur blanc impénétrable et aveuglant. Le thermomètre dégringola de 17 degrés en l'espace d'une seule heure. Sur les coups de midi,
Le mercure affichait moins 41 degrés Celsius et le refroidissement éolien brutal donnait une sensation se rapprochant des moins 56. La visibilité tomba à zéro. Un homme pouvait aisément perdre le sens de l'orientation en faisant le trajet entre sa propre porte arrière et son écurie, une distance d'à peine 6 mètres, et finir par mourir de froid en cherchant désespérément un moyen de rentrer chez lui. Les histoires funestes ne firent surface que plus tard. Des récits d'écoliers s'égarant en rentrant chez eux, d'agriculteurs retrouvés gelés à moins d'un mètre de leur propre véranda, de familles entières décimées lorsque leurs habitations furent ensevelies sous la neige qui s'engouffrait par la moindre petite fente.